Je tente de ne pas faire de trucs. Alors maintenant, Dominique Volton, j'aimerais vous entendre, j'aimerais votre réaction, puisque voici une personne qui dit « Pour interviewer l'autre, je suis en empathie avec, je vibre avec, clairement, je ne m'écoute plus, je l'écoute et c'est en fonction des réponses où je vais poursuivre, pratiquement presque anticiper, être sur sa ligne, sur sa voie, sur son chemin. » C'est ça la communication ? Oui, mais vous avez beaucoup de métiers où il y a ça, un commercial, c'est quelqu'un qui fait ça, très bien. Serge Moretti ne vend rien. Mais il n'y a pas de déshonneur à faire du commerce. Hein, non, c'est pas ça, c'est pas le même. Ça, les deux plus vieilles activités du monde, hein, c'est faire du commerce parce que tout le monde n'avait pas de quoi. Donc tout le monde a fait des transactions. La deuxième activité qui était avant la métaphysique, c'est que les hommes ont fait du théâtre pour se représenter ce qui leur échappait. Donc le commerce, c'est la plus vieille activité de l'homme. Donc je veux dire, que ce soit du commerce, du journalisme ou des sciences sociales ou de la politique, qu'est-ce qu'il fait un politique? Pourquoi qu'il n'a pas d'empathie? S'il n'a pas d'empathie, il est mauvais. Il est foutu. Donc ce que lui dit dans son métier, au maximum, c'est que dans le dialogue, dès qu'on fait de la radio, de la télé, pourquoi j'adore la radio, c'est parce que la radio, on est débarrassé de la technicité et on va de plus en plus vite dans l'intimité. Et du coup, dans l'échange de la voix, qui est la chose la plus humaine, c'est la voix. Pourquoi est-ce que la radio, 5,5 milliards, c'est le premier média du monde, et 3,5 milliards de téléphones portables, c'est inattendu il y a 30 ans, 20 ans, le téléphone portable? C'est parce que dans les deux cas, c'est la voix qui est portée. Et le génie du téléphone portable, c'est la voix, c'est le « t'es où ?» que tout le monde dit 20 fois par jour. « T'es où ?» T'es où, quoi, tu es où? Et la dimension de la voix. Donc, ce que fait Serge, et ce que font tous les bons journalistes de presse écrite, de radio ou de télé, c'est d'essayer d'aller dans l'intimité pour qu'au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Et ce qui est extrêmement intéressant dans la théorie de la communication qui m'intéresse, c'est que ces duels, à 2 ou à 3 ou à 5, peu importe, mais il y a un récepteur qui écoute et qui va être branché lui-même. Il ne va pas forcément entendre ce que disent les uns et les autres, mais il va dire quelque chose. Et le miracle de la communication, partage, c'est que quand il se passe quelque chose, et c'est vrai qu'un bon journaliste, un bon réalisateur, un bon documentariste, un bon réalisateur de film, c'est quand il est capable de créer une émotion, y compris dans les situations les plus artificielles du film, et que vous, le récepteur, vous la prenez. Et c'est un art. Et il y a des gens qui sont doués pour ça, et d'autres qui ne sont pas doués pour ça. Il y a une notion qui vient d'être ajoutée. Le format, la durée, c'est-à-dire ici où je suis avec vous pour 30 secondes, où je suis avec vous pour 1h30. Ce n'est pas le même chemin. Non, même communication? Mais bien sûr, mais il y a des gens qui en 15 secondes font passer quelque chose. Il y a des gens qui sont des estropiés de la communication. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui se réalisent dans le regard d'autrui, dans le geste vers autrui, dans la parole, dans le don. Tout ça, c'est des questions très anciennes de la métaphysique et de toutes les sociétés. On n'invente rien, sauf que maintenant, c'est plus compliqué parce que tout le monde s'exprime. Le changement de la société démocratique, c'est que par rapport à autrefois, où il n'y avait qu'une partie des gens qui avaient le droit de dire quelque chose, le génie de la démocratie, c'est que tout le monde a le droit de dire quelque chose. Et le problème, c'est que dans tout ce qui s'exprime, tout n'est pas formidable. Donc il faut être capable de distinguer ce qui va être important, le retirer de la solitude, éviter le narcissisme, admettre quand même qu'il y a de la hiérarchie des compétences, et en même temps traverser tout ça pour aller du côté du cœur. Et quand on touche le cœur, on touche à l'universel. Et voilà, et chacun les touche à sa manière. Un journaliste, vous disiez un agencier, un journaliste agencier, mais moi je trouve que le boulot de l'agencier est extrêmement difficile, parce qu'un journaliste d'agence, il est comme tout le monde, il voit, il sent, il va être au contraire obligé de tout se castrer pour essayer de dire quelque chose qui soit la plus froide possible, lié à des faits qui n'existent pas. Ils existent partiellement, mais il est obligé d'être... Le plus grand journaliste, c'est le journaliste d'agence. Il y a 6000 journalistes d'agence dans le monde, personne ne les connaît, tout le monde s'en fout. Et vous avez un nombre incalculable de commentateurs, éditorialistes, vedettes, stars, starisés, restarisés, hein, que tout le monde connaît. Ça oui, vous avez raison. Vous avez raison. L'anonymat d'un journaliste d'agence, putain, il y a 3 agences mondiales et nous, on en tient une, la France. Et au lieu d'être fiers de l'AFP, on est oh, bon, ça marche pas bien. Putain, il y a 3 agences mondiales. Une roast beef, une hamburger et la nôtre. C'est pas rien. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions? Vous voyez, une toute petite remarque, je vais vous donner la parole dans un instant. Vous savez que généralement, nous sommes ponctuels dans ces rendez-vous. Ici, l'autorisation nous est donnée de profiter, vraiment, c'est le mot, profiter de nos invités, de façon à poursuivre au minimum jusqu'à 8h30, si vous en êtes d'accord. Donc, avez-vous des questions? Oui, il y en avait une là et il y en avait une ici. Monsieur? C'est quel est l'objectif réel de la communication, en fait? C'est quoi l'objectif? La deuxième chose, c'est, je vais dire, dans l'objectif, c'est aussi que l'autre reçoive exactement ce qu'on a à lui dire. Et donc là, la question, c'est pour Serge Moati qui a dit l'empathie, qui parle d'empathie. Donc est-ce que ça permet, cette empathie, justement, pour le récepteur de mieux recevoir, donc de mieux se comprendre? Et puis, je voudrais juste stigmatiser un mot que vous avez cité tous les trois, et qui serait, je pense, important de reprendre. Tous les trois,
vous avez parlé dans la communication à chaque fois de vérité. Est-ce que ce mot vérité n'est pas la clé d'une bonne communication, justement? Alors, on n'a pas stigmatisé. Préciser. Vous avez... pas stigmatisé. Vous voyez, c'est un problème de communication, ça. Non, vous avez bien précisé, vous avez mis très en avant le mot, justement, vérité, hein, d'une manière différente, mais finalement, globalement, de la même manière. Mais ouais, parce qu'il y en a qui se servent de la communication pour faire passer des mensonges, évidemment. Bon, des mensonges, ils mentent. Alors, tout notre problème à nous, c'est d'arriver à ce qu'ils ne mentent pas, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que dans la vérité, le mot vérité m'apparaissait dans chacune de vos interventions comme un élément essentiel et déclencheur d'une bonne communication, à savoir, est-ce que l'objectif, c'est que l'autre comprenne, enfin reçoive, et donc il y a un échange, un aller-retour pour bien se comprendre, finalement c'est bien le but, a priori, de la communication, et si le facteur vérité n'y est pas, hein, je vous avais parlé tout à l'heure de cet aspect-là, et puis M. Vauton aussi de la même manière en parlant de Total. Si l'aspect vérité n'est pas le fondement de cette recherche de communication, peut-être adossé à l'empathie, finalement, à la finale, on arrive à une non-communication. Oui, vous savez ce qu'il y a au final, si c'est ça. S'il n'y a ni vérité, ni empathie, ni émotion, enfin bon, ces choses que nous avons mises en avant, hein, il y a quoi? Il y a des éléments de langage. Et ça, moi, pour avoir filmé beaucoup les coulisses du monde politique pendant les présidentielles, etc., je voyais comment s'élaborer les éléments de langage. Alors, c'est pas du tout la vérité. C'est une orchestration d'arguments. La vérité des mecs qui sont autour de la table ou du leader qui doit porter ça, c'est pas une vérité. C'est un orchestre qui se met d'accord sur quelque chose comme ça. Hein. Voilà, on va dire ça, et puis on va dire ça. Et puis si on te demande ça, tu vas dire ça, et puis après tu vas dire ça, et puis vous allez dire ça, enfin, etc. Et moi, je sens très bien, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui me récite un argumentaire. Et là, c'est très embêtant. C'est pas quand je suis moi-même en conseil, hein, c'est quand je suis en interview, je vous dis ça. Hein, on est d'accord, parce que parfois je passe de l'autre côté. Donc c'est très important. Et on sent que ce sont des arguments de langage, point barre, codifiés, réglés. On sent même les séquences. C'est-à-dire que c'est lui qui fait de l'empathie par rapport à nous, en fait. Vous voyez, il inverse le truc. Et il nous dit quelque chose qui est absolument faux. Le type n'est pas là. Enfin, la dame n'est pas en face de nous. Elle est dans une représentation. Vous voyez, monsieur? Pardon, mais maintenant, je laisse la parole à mes camarades. Non, mais OK. Simplement, juste avant, j'aimerais un tout petit témoignage. Quelle occasion, pas besoin de dire des noms, mais à quelle occasion vous avez vu se fabriquer devant vous ces éléments de langage? Élection? Tout le temps. Pendant la campagne présidentielle, là, par exemple. Tout le temps. Là, je pensais à ça tout à l'heure parce que j'ai reçu un écolo. Et j'ai filmé ça. Ou alors j'allais à l'UMP filmer ce qu'ils appelaient la cellule riposte, qui était un hommage indirect qui m'était rendu. J'étais très sensible. Et donc je voyais comment s'élaborer une stratégie de communication de langage. C'est ça. Vraiment, c'est... et c'est le triomphe. Moi, vous savez, je vais énerver Dominique. Enfin, je ne vais pas l'énerver parce qu'on s'aime vraiment bien. Moi, je t'aime. Et le mot communication, moi, c'est un mot un peu valise. Vous savez? C'est un mot comme ça. Moi, je ne me vis pas comme communicant. Vous voyez? J'aime bien que les gens me parlent, c'est autre chose. Et j'aime bien qu'ils racontent ce qu'ils ont envie de dire. Mais le mot communication, c'est un mot qui me... parce que, voilà... ah oui, pardon. Oui, parce que je bouge. Hein. Le mot communication est un mot dont je me méfie un peu. Parce que tout le monde fait de la communication. Tout le monde. Qu'est-ce que tu fais à la vie? Je communique. Ah bon? Je vois des jeunes là, qui viennent me voir pour des stages. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux entrer dans la communication. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est vivant. Ah oui, d'accord. Oui. C'est assez vivant. Oui. C'est assez vivant. Et je trouve que ça manque un peu de... Je sais pas. Bon, bref, c'est un mot comme ça. Vous voyez? Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement. C'est ma béance, là, où le décalage horaire est loin de Paris. Mais il y a eu quelque chose là de à la mode et insatisfaisant pour moi. À la mode, enfin, pas Dominique. Hein. Non, Dominique, il va monter d'un cran. Mais moi, je vous dis, à mon niveau, c'est-à-dire bien sûr, au rez-de-chaussée, c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que je vois tellement comment on manipule une opinion
comment on ment, comment on échafaude pour communiquer. Voilà, je parle des politiques là, mais je parle aussi des grands patrons que j'ai eu le plaisir de filmer aussi. C'est-à-dire qu'ils vous racontent par moments strictement n'importe quoi avec des éléments de langage. Bon, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous dites, et puis je donne la parole à Dominique Oui, Volton, c'est que vos capteurs sont tels que vous parvenez tout de suite à voir, à discerner les moments où les personnes sont plutôt sincères et les autres où vraiment ils sont, comme vous avez dit, dans une représentation. Ça ne vous échappe pas, en rien. Non, c'est pas possible que ça échappe. C'est pas possible. Il y a un élément de sincérité humain que vous n'avez pas. Mais c'est pas possible que ça échappe. Vous voyez bien que le type... moi, je travaille beaucoup avec des acteurs, moi aussi. Hein. Je fais des films de fiction. Donc, c'est pas le contraire, hein, vous savez. C'est pour ça que je suis pas journaliste à nouveau. C'est-à-dire qu'on voit bien quand se construit un personnage en fiction. Et là, les gens se construisent des personnages et disent des textes appris. Et des textes appris par qui? Par leurs conseillers en communication. Des textes écrits par leurs conseillers en communication, souvent. Et donc, on voit bien qu'il ne faut pas être très grand clerc ou sorcier africain pour comprendre que les types sont en représentation théâtrale. Dominique Volton. Ça va mieux avec un micro ou moins avec un mic? J'ai du mal. Non, mais ce qu'évoque Serge à la seconde, c'est la méfiance croissante à l'égard de la communication. Qu'est-ce qu'on dit en fait? Pour la plupart du temps, communiquer, c'est quoi? C'est faire passer un message. Et donc, on suppose que le récepteur, et je reviens toujours à ça, que le récepteur va accepter le message si on lui dit bien. Mais les 3/4 du temps, le récepteur n'est pas dupe. Qu'il s'agisse d'un acteur politique ou d'un grand chef d'entreprise ou d'un curé ou n'importe quoi, s'il y a un désaccord radical entre l'émetteur et le récepteur ne dira rien, mais il n'en pensera pas moins. Et si jamais il suffisait de parler, de s'exprimer pour que le monde corresponde à la vision du monde, ça se saurait. Il n'y a jamais eu autant d'émissions de messages, il n'y a jamais eu autant d'informations aujourd'hui, par l'interaction, par le nombre de médias, etc. Il n'y a pas pour autant plus de communication. Donc ça veut dire que c'est pas parce que vous avez une... Là, le 12 décembre, on fête en France, qui est quand même pas mal, typiquement un pays de service public, on aura 25 chaînes gratuites à la TNT. C'est pas parce que je ne parle même pas de la qualité des programmes, c'est pas parce que vous avez 25 chaînes plus Internet, etc., que cependant les gens vont écouter et vont croire ce qu'on va leur raconter. Qu'est-ce qu'on a comme résultat de recherche depuis 70 ans sur la communication? Plus il y a d'émetteurs, plus il y a de messages, plus les récepteurs résistent. C'est-à-dire que vous et moi, on entend tout, on n'en pense pas moins. Et donc le désaccord que j'ai avec toutes les théories de la communication qui signifient en fait théorie de la manipulation, c'est qu'elles ont toutes comme hypothèse ces théories que le récepteur est un abruti qu'on manipule. On manipule partiellement les gens. Vous et moi, on est manipulés. Soit parce qu'on le veut bien, soit parce que pendant un certain temps, on se fait avoir par des éléments de langage, mais à T+1, on dit « mais putain, il nous a raconté n'importe quoi celui-là ». Et une des grandes conséquences positives de la démocratie de masse et de la communication de masse, c'est que quand la radio et la télévision sont apparues, on était persuadé que ça allait manipuler des millions de gens, parce que le même message adressé à tout le monde, on était persuadé qu'il allait manipuler les gens. Et là, on s'est aperçu, on a découvert un boulevard théorique, c'est que, bon Dieu, le même message adressé à tout le monde, il n'était jamais reçu de la même manière. Parce que les idéologies, les classes d'âge, les régions, sont telles que vous et moi, on a fait 50 fois cette expérience, on nous balance 50 images ou 30 images ou 10 minutes de radio, on n'écoute pas la même chose, on n'entend pas la même chose. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une responsabilité de l'émetteur, mais ça veut dire que la communication n'est jamais réduite à la possibilité de produire et de transmettre un message. C'est pour ça que moi je dis qu'il y a, et j'en ai pour 20 secondes encore, il y a 3 sens au mot communication. Le plus fort, celui qui fait qu'on aime ce mot et qu'on le déteste en même temps, c'est qu'on cherche tous dans la communication, c'est le partage, c'est l'amour. C'est l'échange, c'est ce que tu dis. C'est ce qui motive 99% de notre vie. Et je dis tout le temps, toujours la main dans la main de son secrétaire particulier. Donc il était sûr de passer au paradis, mais enfin quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, il y avait quand même le contact. Bon. C'est pour ça qu'il faut mieux être tous... Bon, je ne parle pas du pariage pour tous. Je laisse tomber cette question. Mais ça veut dire que le premier sens du mot communication, c'est le plus fort, et c'est pour lequel nous détestons la communication, c'est qu'on recherche l'amour, on recherche le partage, on ne le trouve pas. Du coup, on se met à détester et on caricature en disant c'est de la manip. Le deuxième sens qui marche très fort, c'est communiquer, c'est transmettre. Depuis le 15e avec l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui Internet, communiquer, on transmet. Et maintenant, on a le progrès du retour. Donc on suppose que la transmission ou l'interactivité est synonyme de communication. Ce n'est pas vrai. Parce qu'encore une fois, le récepteur n'est pratiquement jamais en ligne avec l'émetteur. Il joue avec les mots, les images, il renvoie et il se fait sa petite opinion. Et personne ne sait le... Et c'est pour ça qu'un discours mensonger en politique passe de moins en moins longtemps. Ça peut marcher. Mais au bout d'un moment, les gens se réveillent. Et la difficulté majeure des politiques, c'est que le public est de plus en plus intelligent et critique.
Je ne parle même pas du statut des journalistes au milieu. Je dis que la difficulté de la politique moderne, c'est que les politiques sont transparents, on les voit de manière incroyable, donc ils peuvent mentir difficilement, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ce qui est difficile, et en plus les publics sont de plus en plus critiques, donc marge de manœuvre étroite. Et le troisième sens qui, moi, m'intéresse le plus dans le mot communication, c'est qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la communication ne marche jamais, parce que l'autre n'est jamais en rendez-vous avec vous, il est toujours décalé, il ne vous aime pas au moment où vous l'aimez, il n'a pas envie d'écouter votre histoire, et le drame, c'est quand il se met à répondre, vous vous en foutez de ce qu'il raconte, et c'est comme ça que la vie est constante. Et c'est pour ça qu'on adore tous le téléphone, parce que, comme on dit en mathématiques, c'est indécidable le téléphone, chacun raccroche, persuadé que l'autre a compris, et c'est pour ça qu'on rappelle d'ailleurs. Et on passe notre vie au téléphone, parce que justement... bon. Et donc, moi, ça ne me dérange pas. C'est cet horizon de l'incommunication, c'est ce que je pense que c'est ce qui fonde la destinée humaine. Ce qui n'est pas du tout incompatible avec ce que fait Serge. Et du coup, nous cherchons tous les moments où il va se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose quand il y a une forme de négociation. Ça peut être du regard, ça peut être de la parole, ça peut être du texte, ça peut être de l'engagement politique, ça peut être, etc., etc. Mais c'est du temps. C'est du temps et de l'effort. Et là où il y a un décalage aujourd'hui, c'est que nous avons des outils extrêmement performants, mais que c'est toujours aussi lent d'arriver à accrocher la confiance d'autrui. Et que quand l'autre vous réponde, bah, vous vous disiez, mince, il me répond, il faut quand même que je fasse attention. Et du coup, c'est pour ce qui me fascine dans la communication, c'est le temps de la négo par rapport à la vitesse de la performance des outils. Et plus les outils seront performants, plus on retrouvera la lenteur. Et je dis souvent, le plus important, c'est comme dans des moments comme ça, les gens se retrouvent physiquement. Pourquoi est-ce que la télévision n'a pas tué le cinéma, comme exemple? Et pourquoi est-ce qu'Internet ne tuera pas le livre, etc. C'est parce que chaque technique correspond à une aspiration de l'homme. Et que pourquoi on va s'emmerder dans un cinéma? Parce qu'on ne voit pas la même chose collectivement dans une salle fermée que quand on va chez soi sur un DVD. Pourquoi est-ce que la télévision restera pour toujours un lieu de réunion et un lieu de célébration, de lien social? C'est parce que malgré les générations, malgré le fait qu'on se comprend sur rien, malgré qu'on est d'accord sur rien, on sait qu'à un moment donné, le foot, la politique, la religion, c'est des moments qui réunissent dans les médias de masse tout le monde, malgré les différences. C'est pour ça que la radio et la télévision, généralistes, s'entend, sont des enjeux politiques gigantesques, parce que ça consiste à faire cohabiter ensemble des gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Et le génie de la télévision et de la radio, que moi je défends, mais infiniment, plus il y a d'Internet, plus on a besoin de médias de masse. Parce qu'Internet, c'est des niches de communication par communauté, et c'est très bien comme ça. Par contre, pour faire qu'on se tape pas sur le coin de la gueule et qu'on accepte les gens de Melun-Sénard par rapport à ceux d'Evry, et encore, ça va encore, c'est pas loin, mais par contre, les mecs de Jakarta ou l'espèce d'abruti de Karachi à qui j'ai rien envie de faire que de lui arracher la tête, oui, parce que le mec de Karachi, c'est pas mon cousin Germain. Putain, il faut un effort de cohabitation extraordinaire. Et cet effort de cohabitation, c'est de la politique. Et la politique, c'est de la communication. C'est la même chose. Merci beaucoup. Stanislas, vous aviez un petit commentaire. Et puis ensuite, j'ai une question Twitter. Et puis, monsieur, vous aviez demandé la parole également. Alors, oui, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'aimerais partager une expérience personnelle qui est celle de mon entreprise. Il y a 5 ans, on avait un site web, on n'était pas encore sur Twitter et on essayait de communiquer, mot qui est utilisé énormément, le mieux possible. Et on a été très surpris, et je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure avec Google, etc., de voir qu'un utilisateur de nos produits avait publié sur son propre blog une critique extrêmement négative sur les produits de ma société. Et d'un seul coup, cette personne devait être bien référencée ou assez présente sur Internet. Lorsqu'on tapait le nom de ma société sur Google, c'est le blog, l'article de blog extrêmement négatif qui commençait à remonter en tête de liste. Il a fallu prendre le taureau par les cornes, il a fallu contacter ce blogueur, lui expliquer la raison du souci qu'il avait eu, qui était lié en fait à un de nos fournisseurs. Il a apprécié la communication directe qu'on avait eue avec lui, la transparence et la vérité dans notre réponse, et il l'a publié. Et très rapidement, le soufflet est retombé, et dans les moteurs de recherche, c'est à nouveau notre site qui est apparu. Premier commentaire, il faut être présent. Deuxième commentaire très rapide, la vérité, là encore, et l'empathie. On a essayé pendant plusieurs années d'être présent sur Twitter, mais c'est plutôt le département marketing qui était présent sur Twitter, qui tweetait quelquefois au nom de notre PDG, mais je pense que ça leurrait personne. Notre PDG a été écarté et un nouveau PDG, très jeune, 33 ans, est rentré dans ma société. Cette personne tweet naturellement. Il est né avec un iPhone dans les bras, dans les mains, et il s'est mis à tweeter. Il s'est mis à partager ses réflexions sur la société et nos produits. Et ça n'a trompé personne, et les gens se sont mis à rentrer en contact avec lui. Les utilisateurs de notre société, nos clients, se sont mis à échanger des tweets avec lui. Et c'est pour en revenir à... Il y avait une question tout à l'heure, est-ce que ma société doit communiquer? Et est-ce que la hiérarchie doit
prendre part. Effectivement, tant que la hiérarchie n'est pas elle-même investie dans ce projet de communication, je pense que personne ne sera dupe et l'usage de médias sociaux n'apporteront rien à la société. Merci beaucoup, Stanislas. Monsieur, votre question, prénom, nom et fonction. Merci.